Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Frédéric, bienvenue à Point d'Expert. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Frédéric, président de Realcruit, c'est un projet, je pense, qui est à sa 5e année de vie. Ouais. Tu peux-tu nous parler rapidement des 5 premières années du projet qui n'ont pas été sur une ligne droite nécessairement? Oui. Lancer une business, hein, c'est tellement de hauts et de bas, là, tellement difficile. Il faut beaucoup de ténacité, du courage. Ouais. Faut pas lâcher. Mais c'est aussi une preuve qu'il faut pas lâcher. Non, exact. Mais ça va me faire plaisir de parler de mon parcours. Puis surtout, en fait, quand on a lancé la compagnie, on est 2 personnes qui ont des expertises différentes. Mon partenaire, Ralph, expert en recrutement TI. Moi, j'ai plus un background vente et marketing. Lancer une SaaS, quand t'es 2 cofondateurs ou quand les 2 actionnaires de l'entreprise ne codent pas, c'est des défis. Okay? Il a fallu qu'on apprenne à parler le langage des développeurs. Identifier, oui, les développeurs, même si on fait du recrutement TI, c'est facile d'identifier des bons développeurs. Ça a été difficile de trouver les personnes qui allaient mener à bien le projet puis qui allaient comprendre notre besoin d'affaires, mais aussi celui de nos clients. Parce que c'était la plateforme était dans l'idéation, puis là, il fallait que vous mettiez ce qu'il y avait dans votre tête. Exact. Dans des mots que le programmeur allait comprendre, le livrable recherché. Mais il fallait aussi être détaillé au point où, tu sais, quand tu cliques sur tel bouton, ça doit donner tel résultat et autres. Mais nous, on s'est dit, parfait, on a l'idée, on a le plan d'affaires, on a même des maquettes qu'on donne aux développeurs. Ils voient. Il va bien comprendre c'est quoi. Pas tous les développeurs qui vont bien comprendre comment développer un produit pour arriver à une finalité. Ça a été vraiment notre défi dans les 3 premières années. Okay. Développer un algorithme de jumelage qui était performant à la hauteur de ce qu'on voulait offrir comme service. Parce que c'est bien beau avoir une plateforme de jumelage qui fonctionne, mais si le moteur en soi et le jumelage n'est pas bon. Oui, parce que là, tu as 2 parties. C'est une plateforme qui va venir matcher le profil employeur et le profil du candidat en tech. Donc là, il faut que la plateforme soit capable de dire « Oh, on est à 99% de match. » Absolument. Je t'explique en 1 minute. L'entreprise va créer son compte sur la plateforme. Va indiquer on est dans quelle industrie, c'est quoi la taille, mes avantages sociaux et autres. Et je viens créer un profil de l'entreprise. Aussi, quand je viens créer, je fais pas des affichages de postes. Je viens mettre des requis pour un poste. T'sais, en TI, c'est quoi les skills que j'ai besoin, c'est quoi l'année d'expérience, c'est quoi les horaires de travail qui sont offerts, c'est quoi le salaire offert pour le poste. Les candidats font la même chose à l'inverse. Ils vont mettre leur CV, ça va extraire l'information professionnelle. Simple. On va poser des questions un peu plus deep sur leur personnalité, sur leur ambition de carrière, sur qu'est-ce que je recherche comme culture, comme ambiance de travail, les équipes dans lesquelles j'arrive à apporter un plus-value. Puis l'algorithme vient vraiment faire un match sur, oui, le poste, qui est essentiel, mais est-ce que la personne va fitter dans la compagnie? Va fitter au niveau de la culture et de l'équipe. Ça l'enlève le côté « je veux plaire à un descriptif, à une compagnie ». On s'adapte pas, là, on se donne comme on... C'est ça. Je pense que ça aurait été facile de créer une plateforme qui match sur un poste. Hein? T'extrais le CV, tu y vas par mots-clés. Ça revient au même que faire du CTRL-F quand on reçoit des CV. Sauf que nous, on avait une vision qui était beaucoup plus loin. Puis, on avait une mission qui était d'avoir des bons fits. Ça, c'est le fun de bien recruter parce que pour l'entreprise, ça lui permet d'avoir une ressource à l'interne pour croître. Mais la personne, tu sais, quand on recherche un emploi, j'ai des ambitions de carrière, j'ai des rêves, j'ai des choses que je veux réaliser. Que je vais peut-être retenir aussi si je veux un job. Ben oui, absolument. Fait que ça a été là le gros défi. Ça a été de livrer quelque chose qui était à la hauteur de ce qu'on voulait. Mais aussi de bien le véhiculer à la personne qui faisait le mandat. Communiquer. Ouais, c'était quoi les plus gros défis que vous avez remarqués dans le processus de communiquer? Les plus gros défis. Ça a été, pour vrai, d'expliquer puis de bien vulgariser chaque détail de ce qu'on voulait que ça accomplisse. Dans le sens où, si je mets un mock-up de ce que je veux que la plateforme ait l'air, c'est facile de créer ça sur Figma ou même sur Canva, par exemple. Je vais avoir une idée. Je vais avoir les couleurs, je vais avoir les dispositions des boutons et autres. Mais comment est-ce que je veux que ça interagisse avec un utilisateur? C'était là la difficulté. Parce que c'est facile à coder. Les développeurs disent « Parfait, j'ai fini, ça fonctionne ». Oui, ça fonctionne, mais la plateforme avait plein de problématiques qui empêchaient l'utilisation fluide
Ou, par exemple, quelqu'un qui... Tu sais, on parle de recrutement TI. C'est pas tout le monde qui est capable de bien recruter en TI. C'est difficile, là. Non, c'est pas juste full stack, OK, tiens. Exact. Il y en a qui ont de la difficulté à différencier un développeur d'un technicien informatique. Ouais. Et pour vrai. Et si on veut rendre une plateforme qui est libre et service, pour que les personnes recrutent bien dans les départements TI, mais que tu n'es pas nécessairement impliqué dans le département TI, tu es aux ressources humaines, par exemple, puis tu as une très bonne idée, mais il fallait que ça soit efficace. Ouais. Ça a été là le défi. Ah, puis est-ce que vous y êtes... Ben, j'imagine que vous y êtes parvenu, mais ça a pris quelques années. Fait que c'est à travers c'était quoi les grands volets de ces années-là en termes de avance, peut-être recul? Ah, ça a été beaucoup d'avancement, beaucoup de recul, beaucoup de remise en question. La première, je te dirais, on a recommencé la plateforme 3 fois. Il a fallu avoir 3 embauches complètement différentes parce que là, à un moment donné, on avait la plateforme, elle fonctionnait bien, mais là, au niveau de l'hébergement, ça fonctionnait pas. Au niveau de la sauvegarde des données, ça fonctionnait pas. Fait que là, on s'est dit, crème, la personne a réussi à bien coder, mais là, à un moment donné, t'arrives que j'ai quand même pas le produit final. Je peux pas commercialiser ça si j'ai aucune sauvegarde puis j'ai aucune donnée. Fait que, je dirais... Des angles morts qui avaient peut-être pas été vus en amont. Mais c'est parce que chaque fois que tu progresses, tu te rends compte d'une erreur. Bon, tu vas débloquer cette erreur. Ouais. C'est pas compliqué, en fait. Mais tu le sais pas. Nous, on n'est pas 2 personnes techniques. On savait pas ce qui arrivait après le tournant, tu vois. Ouais. Puis à chaque fois, c'était des nouveaux défis. Puis à chaque fois, il fallait trouver les bonnes personnes, mais pas juste la bonne personne pour faire la job. La bonne personne qui allait comprendre c'est quoi un environnement de start-up. Oui. Tu portes plusieurs chapeaux, là. C'est beau développer, mais c'est pas juste ça en start-up. J'ai besoin que tu sois capable de tout faire. Fait que ça fait d'identifier ces personnes-là. Un côté aussi d'être capable de se mettre dans la tête de l'entrepreneur, parce qu'on va se le dire, les entrepreneurs sont pas toujours clairs. Ils ont beaucoup d'idées. Ben, c'est ça, c'est une force d'idéation, d'innovation, mais au niveau de l'organisation puis de structurer des idées, c'est l'opposé. Fait que souvent, dans la start-up, c'est un problème. Est-ce que vous avez vécu ça, cette frustration-là, des fois, de dire, lis dans ma tête? Absolument. Puis même, des fois, dans nos têtes, on était loin de ce que le client avait dans sa tête. Oui, c'est vrai. Puis c'est pas nous qui l'utilisons, la plateforme. C'est les clients. Oui. C'est les entreprises qui recrutent. C'est les chercheurs d'emploi. Fait qu'il a fallu qu'on se ramène un peu à une réalité de crème, je suis aligné avec le marché? Ou je suis encore aligné avec le marché? Aviez-vous fait comme une phase de validation au niveau des clients? OK, t'aurais besoin de quoi? Ça serait quoi l'outil parfait? Oui, on l'a fait, puis on le fait tout le temps. C'est juste que le marché TI a tellement évolué vite. Ah ouais. Parce que là, on est dans la période post... on était dedans. Les candidats, c'était un marché de candidats, la COVID a frappé. Quand on a lancé, c'était un pic, pénurie de main-d'œuvre TI. Les candidats avaient main forte. Écoute, des finissants là, qui avaient leur finissant de bac. Oui, je sais, on traîne encore les salaires aujourd'hui. 85-90 000 par année. Ouais. C'était malade. Mais ce que je veux dire, c'est quand on a commencé la plateforme, c'était vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Fait que là, c'était d'identifier le problème des entreprises, c'est d'attirer les meilleurs talents puis d'identifier les bons talents. Mais c'était aussi, je te dirais, c'est ça, d'identifier les meilleurs talents. Puis plus ça a avancé, plus le marché a complètement changé. Puis là, tu vois, à l'inverse, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes disponibles pour l'emploi que de postes ouverts. Ouais. Le marché a changé. Il a fallu s'adapter, de un, à bien faire notre technologie, à bien créer notre plateforme, bien créer l'algorithme de jumelage, qui est le cœur même de notre entreprise, mais aussi de faire évoluer à dire, bon, ben regarde, en ce moment, les business ont plus de difficultés à trouver les candidats. Là. Donc, il faut créer de la valeur aussi pour le côté business. Ouais. Puis, il fallait créer aussi de la valeur au niveau des candidats. Parce que maintenant, ce qu'on remarque, avec l'arrivée de l'IA, surtout en tech, les bons développeurs qui sont... En fait, ce que je te dis, c'est que les développeurs qui sont uniquement capables de créer du code vont avoir de la difficulté à trouver de l'emploi. Ceux qui vont rester en entreprise, ceux qui vont avoir de la facilité à se trouver des emplois en TI, c'est ceux qui sont capables de devenir un peu plus des ingénieurs logiciels, qui vont être capables d'aller au-delà du code, d'aller au-delà de juste tester, parce que le code, tu peux le faire avec l'IA. Comme avec une pensée stratégique, plutôt une compréhension système. Absolument. Il faut que tu apportes de la valeur autre que juste du code. Oui. Faut que tu sois capable de comprendre la logique derrière ce que tu es en train de faire. Compréhension. Faut que tu fasses mieux que l'AI. Ben, c'est pas une question de faire mieux de l'AI, c'est une question d'avoir une compréhension réelle de ce que les clients ont besoin. Puis d'apporter vraiment, d'avoir une compréhension de les besoins d'affaires, de pourquoi on fait.
Oui. ce que je suis en train de faire, tout simplement. C'est de l'intérêt, de la curiosité. Oui, ça peut être par poser des questions ou autre, mais c'est vraiment d'avoir ce mindset-là qui est autre que je suis juste un développeur. Si tu es juste un développeur, bonne chance à trouver de la job dans le futur. Que tu sois consultant ou que tu cherches des emplois permanents. Mais si tu dis, moi, je sais que j'ai une valeur dans une entreprise parce que je peux concrétiser des visions, je vais apporter des idées, je vais pousser un peu les réflexions, je vais pouvoir challenger ce qui est fait, puis je vais comprendre pourquoi je le fais. Tu sais, Recruit, pourquoi qu'on le fait, c'est pas compliqué. On a besoin de rendre le recrutement TI accessible, TI et vente accessible aux entreprises. Et on a une mission d'aider les chercheurs d'emploi à arrêter de scroller des job boards, puis d'espérer, en fait, recevoir un courriel des RH, tu sais, pour se faire venir, pour aller en entrevue. Fait que nous, on a cette mission-là. Mais si les développeurs sont pas capables de comprendre la mission qui est derrière, ils seront jamais capables de livrer le produit. Ouais, cette conscience-là du livrable final pour répondre à la mission. Absolument. Il est là le plus-value. Ben il est là oui. le côté humain qu'on va rechercher aussi dans les entreprises. Ça fait C'est du une sens. valeur ajoutée énorme. Ben oui. Puis, mettons, à refaire le parcours de Recruit, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que vous feriez, vous prendriez comme décision? Je te dirais que je referais pas le parcours différemment. Parce que même si ça a été pénible et extrêmement difficile, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus fort. OK? Maintenant, je te dirais ma tolérance au stress ou ma capacité à innover ou à trouver des solutions dans des moments difficiles et même à devoir prendre une décision quand c'est critique pour l'entreprise, je l'ai développé au courant des 5 dernières années. Mais je ne ferai pas le parcours différemment parce que je sais que ce que j'ai fait ou ce que j'ai appris, c'est ça, c'est des apprentissages. Puis pour ça, il faut les faire. Ouais, ben ça va m'aider, tu sais, dans le sens, quand je vais vouloir amener la compagnie, justement, par exemple, commercialiser aux États-Unis, qu'on va commencer à avoir du succès autre qu'au Québec, puis qu'on va croître, puis qu'on va devoir justement prendre des décisions qui vont être vraiment plus d'ampleur, puis qu'on va commencer à impacter plus de personnes. Tu sais, quand il va y avoir 1 million de personnes inscrites sur la plateforme, puis je vais avoir 50 000 entreprises qui l'utilisent, tu comprendras que si je fais une erreur en tant que président, ça va impacter beaucoup de personnes. Fait que je te dirais, je ne ferai pas le parcours différemment pour cette raison-là, parce que je sais que plus tard, ça va me servir. Les décisions qu'on aurait pu prendre différemment, c'est d'aligner, de rester un petit peu plus proche de nos clients quand on faisait les étapes. Parce qu'on faisait beaucoup de « je prends ton besoin, on va le créer, tu vas le tester, j'ai ton feedback », mais on aurait dû un peu plus impliquer certains clients ou des partenaires de confiance dans la conception, tu sais, de faire des tests beaucoup plus rapides pour avoir le feedback plus rapidement. Ça aurait fait sauver énormément d'erreurs. Puis je pense qu'on aurait pu commercialiser au moins 1 an plus tôt. Fait que c'est un bel apprentissage. Absolument. Puis maintenant, c'est pas compliqué. Qui soit pas reproduit, là. Maintenant, c'est pas compliqué. Je le teste avec les clients. Ben oui. J'ai mon feedback tout de suite. On est collé. Puis du moment qu'on a une nouvelle innovation, on crée pas un plan d'affaires. Je vais poser les questions aux entreprises ou je vais poser les questions aux candidats. Est-ce que ce serait pertinent de le faire? Ça se peut que ce soit pertinent. Peut-être pas tout de suite. Puis, tu croises d'autres jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le SaaS. C'est quoi le premier conseil que tu leur donnes? Premier conseil. Très bonne question. Teste. Rapproche-toi de tes clients. Comme je t'ai dit, s'il y avait une chose que j'aurais fait différemment, c'est ça. C'est de faire une validation beaucoup plus rapide de mes développements, puis de pas supposer que j'ai la bonne idée. Dans tout l'entrepreneuriat, si on entend valide, phase de validation. Le gut instinct peut être bon, mais quand ça concerne les utilisateurs qui sont les clients, c'est eux qui, à quelque part, c'est eux qui ont le gut. C'est eux qui vont te le dire, là. Je pense que c'est un concept business qui s'applique à n'importe quelle industrie. C'est plus valide avec tes clients, puis pense pas que tu as la bonne idée. T'as une idée. On l'a fait dans le début. On a fait l'erreur, on l'a remarqué vite, parce qu'on s'est fait remettre à notre place assez rapidement. Mais c'est ça. C'est la seul conseil que je pourrais te donner. Ouais. Donc, si j'en avais un, là. J'aime ça, tu sais, de se dire, j'ai une idée, pas la meilleure idée. Puis dans un SaaS aussi, simplifie au maximum.
c'est facile de partir dans des features, c'est facile de partir dans OK, je vais cliquer là, ça va donner ça, ça simplifie là. Juste au assez, maximum. juste à temps, Ouais. juste pour tes clients. Puis après ça, tu pourras build puis créer plus. Mais c'est tellement facile de partir dans des features. Pour vrai, je pense qu'on en a imaginé 5000 features dans les 5 dernières années. C'est incroyable. Ben, c'est stimulant. C'est le côté innovateur, Oui. le côté Oui. créatif. Mais je trouve que ça défocus. Ouais. Ça défocus beaucoup, puis ça sert absolument à rien. Ramène-toi à la base, ramène-toi à l'essentiel, vas-y le plus simple possible, le plus épuré possible, puis après ça, tu construiras. Parce que des SaaS, je suis consommateur d'entreprises technologiques, j'utilise des SaaS moi-même. Puis quand je dois cliquer sur tel bouton qui ouvre telle fenêtre, puis là, ça me rend... Je suis comme, tabarnak, que c'est compliqué. Puis, vous êtes deux. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile ou moins ou plus facile d'être deux actionnaires pour starter une business dans le SaaS? Ou dans tout autre business? Non, je te dirais que c'est plus facile quand tu as une personne qui est complémentaire. Tu sais, Ralph, il est plus vieux que moi, il a une autre mentalité. Des fois un peu plus conservateur. Moi, je suis plus celui qui va pousser, qui va vouloir prendre les risques, puis go, on fonce. Fait que déjà là... Il va venir comme commenter en dessous de la vidéo. Non, c'est pas vrai. non, il va dire que c'est vrai. Il va dire que c'est vrai, mais sauf les deux, on sait que c'est une bonne chose. Oui. Parce qu'on est complémentaires. Oui. Moi, je vais vouloir pousser, je vais vouloir aller dans le fond, puis j'ai plein d'idées, puis je suis prêt à prendre des risques. Je suis jeune, ça me dérange pas. Mais lui, il a une vision un peu plus conservatrice. Il dit, le risque, est-ce qu'il est calculé? Ouais. Souvent, des fois, il l'est pas. Des fois, c'est juste moi qui pense encore avoir la bonne idée. Et on tombe dans le piège. C'est correct. Je me fais ramener à l'ordre. Il y a une expertise qui est dans le recrutement. J'ai une expertise qui est plus compréhension, exemple, vente et marketing. Fait que je vais avoir une idée de OK, ce qu'on est en train de faire là, ça va être facile à amener sur le marché. Ouais. Puis lui, ce qu'il me dit, c'est ce qu'on est en train de faire là va être difficile à ce que les utilisateurs utilisent ce volet-là. Parce que lui, il pense à l'entreprise comment bien recruter, puis il va toujours penser à comment le candidat va accéder à son emploi. Fait que deux perspectives qui peuvent se confronter tant... Absolument. Est-ce qu'il y a eu des défis ou est-ce que tu aurais des conseils sur la communication entre deux actionnaires? Toujours honnête, franc, dans le sens, on peut tout se dire, il y a une manière de le dire. On a eu des discussions, mais tu sais, on est deux personnes qui sont assez easygoing. On n'a pas de problème à discuter, puis on prend pas les choses personnelles. Oui. Donc, on fait pas d'attaque, dans le sens que si l'idée est mauvaise, il va me le dire que l'idée est mauvaise. Puis il va juste me dire, voici pourquoi ton idée est mauvaise. Il a raison. Pas tout le temps. Puis à l'inverse, tu sais, j'ai pas peur de dire, écoute, ça fonctionnera pas, ça marche pas de même, laisse-moi m'en occuper. Puis on respecte, tu sais. La confiance s'est construite aussi? Oui. La confiance est construite avec les années. Quand tu fais tes preuves, c'est pas compliqué. Dans le sens, quand tu stick around, quand ça va mal, je pense que les deux, ça nous a rapprochés dans des défis. Justement, quand l'entreprise, quand on était dans ses bas, puis qu'on avait eu des bons défis à surmonter, ça rapproche. Puis c'est là qu'on voit la vraie nature de la personne. Puis maintenant, je pense que les deux ont 100% confiance l'un en l'autre, ce qui fait en sorte que je peux faire librement ma job. Il va faire librement sa job. On n'a pas à devoir se valider ou surveiller ce que l'autre fait. Les deux, on a 100% confiance. Mais c'est l'honnêteté. Dans le fond, c'est de ne pas avoir peur de dire le fond de ta pensée, mais c'est d'être capable de bien le véhiculer. Si tu n'es pas capable de bien le véhiculer, demande à ChatGPT comment te le formuler. Maintenant, c'est assez facile. Mais si tu n'es pas capable d'être honnête, puis tu gardes quelque chose pour toi, puis tu l'accumules, ça va péter un moment donné. Oui, puis ça sera plus bien communiqué. Non, exact. Il y aura plus de retenue ou plus d'adresse aussi dans la façon que ça va être partagé. Là, fait on gère les choses on the spot. Ouais. Tout de suite. On laisse jamais les choses traîner. 100%, puis on est à l'écoute. Ouais. Mais si c'est pas personnel, exact. il n'y a pas de mal. J'ai le droit de faire des erreurs dans ma job. J'ai le droit de prendre des mauvaises décisions. En entrepreneuriat, on en fait énormément. À chaque semaine, chaque jour, je fais des erreurs, ou je pense à quelque chose, ou j'ai un défocus, ou autre. C'est pas grave. On se le dit. Puis dans ces périodes creuses, difficiles-là, c'est quoi vos trucs pour pas abandonner? Puis passer à travers ce creux de vague? Je te dirais, parce qu'il y a bien des fois où littéralement, j'ai abandonné. Pour vrai, il y a bien des soirées où puis c'est les late night
thinking, là, Oh, qui t'amène plus non, mais en loin. entrepreneuriat dans les premières années, Qui t'empêche de c'est... dormir, puis tu te dis, j'y arriverai pas, j'abandonne. Pourquoi je me suis mis là-dedans? Pourquoi je vais pas me chercher une job? Ouais, mais c'est exactement. Tu te poses la question. Ça me serais bien, là, tu sais. Tu t'en fais offrir des jobs. Ben oui. Tu sais, on s'entend sur LinkedIn, les messageries automatisées, là, j'en reçois à chaque semaine des jobs. Ben oui, avec un bon salaire, ben steady. Exact. Mais pour vrai, c'est... Peut-être que c'est moi aussi qui est comme ça, mais je me verrais pas faire autre chose. C'est impossible, c'est pas concevable dans ma tête que je vais aller travailler pour quelqu'un d'autre puis que je vais abandonner sur mes rêves. Impossible. Fait que j'abandonnais le soir, j'étais comme, c'est de la merde, je lâche, je veux même plus travailler dans le business, j'abandonne le projet. Mais je vais dormir, puis le lendemain, c'est un autre jour. On en reparlera le lendemain, puis on va dormir là-dessus, à nuit porte conseil. Le lendemain, je me réveille, j'étais comme, je ferais quoi d'autre? Sérieusement, là, tu peux aller voir, tu sais, je faisais des fois l'exercice, puis j'étais comme, je pourrais-tu travailler là? Non, je serais pas heureux. Je peux-tu faire ça? Non. Là, je me suis dit, bon, ben, j'ai pas d'autre choix que de continuer. Ouais. Puis, tu sais, c'est con parce qu'il a fallu prendre des décisions assez tough dans la compagnie. Quand on a voulu commercialiser la plateforme en recrutement TI, quand toutes les entreprises licenciaient dans leur département TI, il n'y a pas grand monde qui courait pour acheter nos solutions de recrutement. Tu comprends? Ouais. Ça a été extrêmement difficile. Il a fallu faire des pivots. Il a fallu se ramener un peu à l'idée. Il a fallu couper nos salaires pour être certain de garder le cash dans la compagnie. Ça a été des périodes assez difficiles. Puis c'est là que tu pars à dire, crime, je pourrais faire autre chose. Mais même en n'étant pas payé par la compagnie, je me voyais pas faire autre chose. Puis je me disais, c'est sûr et certain. Oui, comme quoi, c'est pas le, tu sais, c'est ça, c'est pas le salaire aujourd'hui que je me verse qui va définir mon bonheur dans le marché, là. Je me voyais faire. Ouais. Aucunement autre chose. Rien. Ben, de là, est-ce que tu crois au statut d'entrepreneur? Tu sais, tu l'es pas ou... Une part, je te dirais que oui. Parce qu'il faut quand même que ça parte de toi puis que t'aies la discipline de rester puis quand même, il faut que tu sois fait fort mentalement. Parce que c'est pas vrai que tu vas lancer une business puis tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain, là. Faut pas regarder ce qui se fait sur les médias sociaux nécessairement. Pas dans la tech, non? Dans une ère où tout est tech. Pas de suite. Peut-être un jour, je sais pas. Mais je pense que ça te prend de l'expérience en business pour reconnaître, tu sais, cette expérience-là, ben, elle coûte cher parce que les erreurs en affaires, ça coûte cher. Ça coûte cher. Comme je te disais, je referais pas mon parcours différemment parce que maintenant, ça m'a outillé. Si je repars une business demain matin, autre, elle va aller 10 fois plus vite. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, je pense que ça prend quand même faut que tu sois quand même un peu fucké. Un type de profil. Ouais. Le profil entrepreneurial, ouais. Je pense un peu quand même si ça peut s'apprendre. Mais ça a un lien avec le risque. La tolérance au risque qui est comme très, très... c'est psychologique, là. T'en prends un coup, ben, tu prends plusieurs coups au niveau psychologique aussi. Fait que la ténacité, faut quasiment être animé par le risque. Puis les opportunités. Pour vrai, puis tout le monde, je pense qu'il y a assez de contenu sur Internet qui explique le pourquoi on est un entrepreneur, tu comprends? Mais ramener à la passion de ce que tu veux faire, j'y crois absolument, puis c'est ce qui m'a gardé. Ouais. Tu sais, à la base, moi, si on recule d'une dizaine d'années même, ce que je dis à mes amis, plus tard, ce que je veux faire, c'est travailler en intelligence artificielle. Je veux partir une entreprise en intelligence artificielle. J'ai jamais dit que je voulais partir une entreprise de recrutement. OK? Mais je voulais avoir une technologie. Je voulais travailler dans le domaine des technologies. Ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours passionné. Puis je voulais pas être employé. Je me voyais à la tête d'une entreprise en technologie, tout simplement. Ben, je l'ai eu ce que je voulais. C'est ce qui m'a gardé dans la compagnie dans les moments plus difficiles. Ça a été de me dire, qu'est-ce que je ferais d'autre? Je suis en train de réaliser mon rêve. Ouais. Je suis en train de le faire. North Star. Il est pas, tu sais, j'ai pas le lifestyle que je veux. En tant qu'entrepreneur, tu t'imagines pas de verser de salaire, par exemple, pendant un moment, puis de pas avoir, pas changer ton char, puis c'est ça. Non, ou pas être au pied du mur que, finalement, les ventes, ça rentre pas comme par aussi. Magie. Exact. Tu te rends compte que c'est comme, tu te fais une idée d'un lifestyle entrepreneurial, puis tu te dis, crime, c'est tellement hot, je veux être à la tête d'une compagnie, je veux pouvoir voyager en jet privé. C'est pas ça, mais c'est plus, je me ramenais au point de, je suis en train de réaliser mon rêve. Ouais. Je veux être à la tête d'une compagnie en technologie, je le suis. Qu'est-ce que je fais d'autre? Tu reprenais comme la pleine conscience de, OK, absolument. Où est-ce que je suis? Je suis sur le path vers mon but.
Pourquoi est-ce que je me tasserais de là? C'est pas l'idéal de ce que j'avais en tête, mais ça reste, c'est ce que j'avais en tête. C'est ça. C'est évolutif, hein? Si on reste tenace puis qu'on est à l'écoute du marché. Dans un monde où tout est numérique, est-ce que là vous êtes en croissance, est-ce que c'est quoi votre relation avec les médias sociaux, votre personnalité, votre brand, votre marque personnelle, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Ça a commencé à m'interpeller. Okay. Je suis pas quelqu'un qui va poster ses médias sociaux. Je l'ai fait pendant un certain temps, plus jeune, mais si on recule depuis une couple d'années, tu me voyais nulle part. OK? Pas sur Facebook, pas sur Instagram, encore moins sur LinkedIn. J'ai pas de TikTok. J'ai pas tant de médias sociaux, tu vois. Mais je comprends qu'en 2025 et autres, là, et plus, t'as besoin en tant qu'entrepreneur, si tu veux vraiment aider à faire décoller ton entreprise, de bâtir, oui, un brand personnel. Je commence à le faire. Parce qu'on s'en va vers retour à on veut faire confiance à des individus, on veut savoir c'est qui est en arrière. Il y a tellement c'est pas le logo qui parle, c'est le cœur, la personne. Ouais, il y a tellement d'intelligence artificielle maintenant sur les médias sociaux. Ça commence à devenir difficile de dissocier le vrai du faux. Mais tu veux t'associer à un humain. Ouais. Tout simplement. Puis je pense que justement, en ayant vécu des hauts et des bas, des gros défis que j'ai surmontés, ça fait que l'histoire que j'ai racontée va être de meilleur en meilleur. Ouais. Et les gens vont vouloir l'écouter. Puis c'est pas compliqué. Ce que je fais en ce moment, je documente tout mon parcours sur X puis sur Threads. J'ai commencé à le faire, ça doit faire à peu près 1 mois. À chaque jour, je poste. Je poste comment a été ma journée. Je poste c'est quoi les hauts et les bas. Ça a été quoi mon défi aujourd'hui. Ça a été quoi les bons coups. Qu'est-ce que j'ai retenu. Je poste. Je documente tout mon parcours. Fait que si quelqu'un veut aller voir ça ressemble à quoi, parcours d'un jeune entrepreneur qui bâtit une SaaS, il peut le faire. Puis là, après ça, c'est que j'utilise les autres médias sociaux, comme par exemple LinkedIn, Facebook ou Instagram, pour poster du contenu soit un peu plus affaires, soit un peu plus personnel. Montrer un petit peu plus aussi mon côté, je dirais, pas juste entrepreneur, mais aussi je suis qui, tu sais, en tant que personne. C'est quoi mes intérêts. Fait que je pense que ça va faire en sorte que les gens vont commencer à plus comprendre qui je suis, puis ils vont avoir envie de suivre. Puis ils vont comprendre que je suis quelqu'un de confiance, qui vise l'excellence, qui a des grandes ambitions, qui veut offrir de la qualité par son produit. Fait qu'ils vont gagner confiance en mon produit. Oui, puis je l'aurais pas fait personnellement, mais je le fais pour le bien de l'entreprise. Ouais. Ça fait, oui, 100%, ça fait du sens, puis c'est ça fait partie des responsabilités de l'entrepreneur parce qu'on le sait maintenant que nos produits, services, ben, doivent se faire voir et connaître. Absolument. Puis ben, nos gens, ben, ils sont sur les médias sociaux. Puis aussi, ben, c'est vraiment intéressant de documenter ce type de contenu-là parce que ne serait-ce que quelques personnes qui vont pouvoir s'inspirer puis continuer à voguer à travers les creux. Puis quand il y a des creux, je l'ai dit. Puis quand il y a des affaires qui sont complètement stupides, que je trouve stupides, je le dis, je le vulgarise, je l'explique tout. Quand j'ai des frustrations, je le passe sur les médias sociaux, sur X, tu sais, par exemple. Fait que ça fait que tout le monde peut aussi comprendre que c'est pas toujours beau être entrepreneur, là. Quand tu vas sur LinkedIn, on dirait ou même n'importe quel autre média social ou Instagram, tout est tellement beau. C'est juste les succès. On annonce des nouveaux partenaires, on annonce une levée de fonds, on annonce qu'on développe un nouveau produit, on commercialise telle affaire, mais crime, t'as eu combien d'échecs derrière qu'on sait pas? De nombreux, puis qu'on partage pas assez. Avec là, on se lance en entrepreneuriat, puis ben, on dit, hey, c'est-tu moi qui c'est moi qui fais des erreurs? Non, c'est juste normal. Puis là, tu te compares, t'es comme, crime, j'ai pas autant de succès que les autres. Mais aussi, ce que j'ai trouvé, c'est t'as beaucoup de succès sur les médias sociaux. C'est juste qu'il faut que t'arrives à identifier, exemple, une seule personne, puis tu vas te rendre compte que cette personne-là poste un succès par mois. Elle va pas détonner de toi, qui a autant de succès. Mais c'est quand tu vois une personne avoir du succès, là, une deuxième personne qui montre son succès, une troisième personne qui montre son succès. T'as l'impression que chaque personne a un succès à tous les jours. Mais c'est pas le point. C'est pas le cas. C'est que tu vois une personne différente poster son succès aujourd'hui. Fait que donc, tu vois des succès à tous les jours. Ouais, fait que t'as l'impression que tout le monde a du succès sauf toi. Sauf que suis une personne. Tu vas voir qu'elle va poster un succès peut-être aux 2-3 semaines. Ça va ressembler à toi.
Mais c'est juste que tu généralises, ou on généralise sur l'ensemble du succès qu'on voit, puis on dit, crime, je suis loin derrière parce que moi, j'ai juste un succès par mois. Ouais, prends la personne, vois c'est quand la deuxième fois qu'elle a posté son succès, tu vas voir c'est le mois d'après. Ça fait tellement de sens. Mais en fait, c'est du bruit, tu sais, on se laisse affecter. C'est du gros bruit. Puis on est dans un monde où on réfléchit plus, on retient ce qu'on voit, puis on en fait notre propre analyse, tu sais. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis est-ce que tu as un livre ou un conseil ou un conférencier, une personne de référence que tu conseilles tout le temps ou que tu t'offrirais en conseil à nos auditeurs? Vu qu'on parle beaucoup de SaaS, qu'on a parlé beaucoup de comment bâtir une SaaS, le livre que je me suis fait référer, c'est cet été. Ça a complètement changé la vision que je vais avoir pour le futur de la compagnie. C'est Product-Led Growth. C'est comment bâtir un produit, bâtir un SaaS qui va être le meilleur vendeur de ton entreprise. Comment t'assurer que le produit que tu es en train de créer devienne ton meilleur vendeur? Fait que tu n'auras pas besoin d'avoir des vendeurs pour convaincre les gens. Tu vas arriver sur le SaaS, les gens vont tout de suite être vendus. C'est comment avoir cette mentalité-là, comment structurer ton entreprise pour y arriver, puis comment créer un produit qui va devenir ton meilleur vendeur. De loin le meilleur livre que je me suis fait référer. Fait que c'est de focusser sur le produit qui répond tellement à un besoin. Oui. C'est comment t'assurer que ton entreprise va être capable de créer ou d'entourer le produit pour que littéralement il se vende par lui-même. Fait que tu aurais juste besoin de l'annoncer, puis ta job est faite. Il faut juste que les gens sachent qu'il existe. Exact. Mais tu sais, on s'entend que si le produit est assez bon, ça va se référer assez vite. Oui, 100%. Puis, t'as-tu d'autres projets entrepreneuriaux? C'est quoi la suite pour ton parcours? C'est quoi la suite de mon parcours? J'ai des projets avec Realcruit qui sont en train de se créer. Je vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est un projet qui est d'envergure. Ça s'est jamais fait. Je me suis associé avec une université pour le faire. Puis, ça va pas juste changer le recrutement en soi. Ça va vraiment changer comment un individu va gérer sa carrière. De A à Z. Complètement. Ça s'est jamais fait. Et je veux pas en parler. Puis si on veut suivre ça, on suit ça où? Au quotidien sur X puis sur Threads. OK. Mais sinon, ça va être annoncé vraiment sur LinkedIn. Okay. Tout ce qui est par rapport à Realcruit, les produits, tout ce qui est moi professionnellement, va être annoncé sur LinkedIn. À chaque fois que j'ai l'information, que je peux la rendre publique. Fait que si on veut suivre Frédéric, c'est sur X, sur Threads, au quotidien, sur LinkedIn. Excellent. Fait qu'allez suivre le parcours de Realcruit et de Frédéric. Merci d'être venu nous jaser l'entrepreneuriat et d'inspirer plein d'autres à faire des erreurs. Hein? D'entrepreneurs, foncez. C'est le meilleur apprentissage. Puis, on va suivre certainement la mission de Realcruit pour le futur, qui veut juste un peu changer les choses. Ah, absolument. On a des grandes ambitions. Super. Merci, Frédéric. Merci à toi.